Dans cet hôpital, durant la nuit la plus chaotique qu'une infirmière ait jamais vécue, une femme tenait dans ses bras un bébé qui n'était pas le sien. Et elle l'ignorait. Elle ne pouvait pas le savoir. Les lumières étaient éteintes, la pluie s'abattait sur le toit avec une violence presque viscérale, et les cris des nouveau-nés se mêlaient aux hurlements des adultes, une douleur insoutenable. Elle serrait ce minuscule enfant contre sa poitrine, sentait la chaleur de cette vie naissante et pensait que Dieu avait été généreux envers elle cette nuit-là. Mais Dieu n'avait rien à voir avec ce qui se passait. Ce qui se passait était humain. Et donc, imparfait. Donc, cruel. Une infirmière épuisée, à son 12e service consécutif, les mains tremblantes de fatigue et les yeux brûlants de sommeil, prit 2 bracelets identiques et les passa au mauvais poignet. Un geste de 2 secondes. 2 secondes qui ont anéanti 18 années de vie. 18 années entières. 2 familles entières. Et lorsque la vérité éclata enfin, elle fut brutale. Elle est apparue comme tout ce qui a été caché trop longtemps, avec fracas, avec du sang, avec des larmes dont aucun des 4 protagonistes ne se croyait encore capable. Mais pour comprendre toute la gravité de ce qui s'est passé dans cet hôpital, il faut remonter au début. Il faut connaître ces femmes avant que le destin ne les réunisse dans cette même salle d'accouchement, cette nuit tragique. Il faut comprendre qui elles étaient, d'où elles venaient, ce qu'elles portaient en elles lorsqu'elles sont arrivées à l'hôpital de Quintambo, le corps déchiré par les douleurs de l'enfantement et le cœur rempli d'espoir. Car cette histoire ne commence pas à l'hôpital. Elle commence bien plus tôt. Elle commence avec les choix que la vie a faits pour chacune d'elles, bien avant la naissance de leur premier enfant. Kwasi avait grandi à Dakar dans un monde de privilèges qu'elle n'avait jamais choisi, mais qu'elle avait appris à habiter comme une seconde peau. Fille de magistrat, nièce de ministre, elle avait étudié 4 ans à Paris et était revenue au Sénégal avec pour bagage non seulement des diplômes, mais aussi une façon d'appréhender le monde qui, avant même qu'elle n'ouvre la bouche, lui disait qu'elle appartenait à une autre classe. Ce n'était pas de l'arrogance au sens vulgaire du terme. C'était quelque chose de plus subtil, et donc de plus dangereux. C'était la certitude silencieuse que certaines choses n'arrivaient tout simplement pas aux gens comme elle. Les maladies graves. La pénurie. L'humiliation publique. Ces épreuves étaient réservées aux autres. À ceux qui n'avaient pas vu la chance de naître avec le bon nom de famille, dans le bon quartier, avec le bon père. Lorsqu'elle épousa Ibrahima Diop, un homme politique en pleine ascension, aux yeux couleur miel et au sourire qui illuminait n'importe quelle pièce, le récit d'une vie parfaite sembla complet. Une villa à Dakar. Des voyages à Paris et à Lisbonne. Des dîners avec des ambassadeurs. Une armée de domestiques aux petits soins, anticipant le moindre besoin. Il ne manquait qu'une chose, un enfant. Et lorsque, après 5 ans d'essais et 2 fausses couches dont elle n'a jamais parlé publiquement, car même cela était tabou dans son milieu, elle tomba enfin enceinte et que le bébé survécut mois après mois en elle, Kwasi ressentit pour la première fois de sa vie qu'elle était totalement à la merci du destin. Qu'il existait dans l'univers quelque chose de plus grand que son nom et que la fortune de son mari. Et cette prise de conscience, loin de l'humilier, la remplit d'une gratitude si profonde qu'elle se promit de tout faire différemment avec cet enfant. De lui offrir non seulement le luxe, mais aussi sa présence. Non seulement l'argent, mais l'amour. Non seulement les opportunités, mais aussi la sagesse. Elle n'a tenu aucune de ses promesses. Mais nous y reviendrons. De l'autre côté de la ville, dans un quartier aux rues de terre rouge où les rêves devaient se limiter à la réalité, Adjoa se levait chaque matin avant l'aube pour aller au marché. Elle vendait des mangues, des fruits de la passion, des noix de cajou et tous les fruits de saison, avec un don inné pour la négociation qui faisait dire à ses voisins, en plaisantant, qu'elle pourrait vendre de la glace en plein désert. Adjoa avait 31 ans, était veuve depuis 3 ans, et portait sur ses épaules une lassitude qui ne venait pas seulement du labeur physique, mais aussi de l'épuisement qui s'accumule lorsqu'on survit longtemps dans des conditions qui exigent plus que ce que quiconque devrait avoir à donner. Mais quelque chose en elle ne s'était pas éteint. Une flamme. Une conviction silencieuse et presque irrationnelle que la vie lui réservait, à elle et à l'enfant qu'elle portait, bien plus que ce qu'elle avait connu jusqu'alors. Elle ne pouvait expliquer d'où lui venait cette certitude. Elle n'était pas religieuse au sens strict du terme. Elle n'avait ni prophétie ni vision. C'était une petite voix intérieure qui lui disait, les jours les plus difficiles,
quand la pluie retardait les ventes et que l'argent ne suffisait pas à boucler le mois, que cet enfant serait différent. Que quelque chose devait changer. Elle ne savait ni comment, ni quand. Mais elle y croyait. Et cette conviction, aussi naïve qu'elle puisse paraître, était ce qui la soutenait quand tout semblait vouloir la battre. Cette nuit d'orage, les deux femmes arrivèrent à l'hôpital de Quintambo à 45 minutes d'intervalle. Kwasi arriva en 4x4 noir, accompagnée de 2 assistantes et de son mari au téléphone, promettant de la rejoindre bientôt car il était retenu à une réunion de parti. Adjoa arriva à pied, ses sandales s'enfonçant dans la boue des rues inondées, seule car la voisine qui avait promis de l'accompagner avait raté le bus et son téléphone portable ne captait pas à cause de la pluie. Lorsqu'Adjoa franchit la porte de l'hôpital, trempée, en proie à des contractions qui la courbaient en deux, une jeune infirmière la regarda avec cette expression particulière que les pauvres apprennent très tôt à reconnaître, ce mélange de pitié et d'impatience qui signifie sans un mot qu'elle est un problème à gérer et non une personne à soigner. Mais il n'y avait pas de salle séparée ce soir-là. Impossible de séparer les personnes qui pouvaient payer de celles qui ne le pouvaient pas car l'hôpital était saturé, car la tempête avait abattu des arbres dans 3 quartiers, les blessés arrivaient par vagues, le générateur était en panne et des cris résonnaient dans le couloir. Les 2 femmes furent donc placées dans la même pièce. Kwasi, à droite, sur un lit au drap propre. Adjoa, à gauche, sur un lit au matelas fin. Entre elles, un rideau de tissu beige qui ne séparait rien. Ni l'odeur de la peur, ni les cris, ni l'intimité brutale de la venue au monde d'un enfant. Elle ne parlait pas. C'était impossible. Il n'y avait que la douleur, et la douleur est un langage qui se passe de mots. Kwasi hurlait en français. Adjoa hurlait en wolof. Mais les cris se ressemblaient. Car la douleur de l'accouchement ne connaît pas de classe sociale. Elle ne tient compte ni du nom de famille ni du compte en banque. Pendant ces heures entre minuit et 3 heures du matin, alors que les éclairs illuminaient les fenêtres par intermittence et que le bruit de la pluie rendait toute autre communication impossible, les 2 femmes étaient plus proches de la même condition humaine qu'elles ne l'avaient jamais été et ne le seraient jamais plus de toute leur vie. À 3h22, le bébé de Kwasi naquit. Une fille. Petite, avec une touffe de cheveux noirs et un cri ténu qui devint aussitôt le son le plus important dans cette pièce chaotique. La sage-femme la déposa sur la poitrine de sa mère pendant exactement 19 secondes avant que le générateur ne tombe complètement en panne et que les lumières ne s'éteignent pour la 3e fois ce matin-là. À 3h41, le bébé d'Adjoa naquit. Une fille aussi. Elle aussi avec des cheveux noirs. Elle aussi pleurait avec cette intensité particulière de quelqu'un qui vient d'être expulsé d'un monde chaud et silencieux vers un monde bruyant et incompréhensible. Et c'est dans ce chaos de lumière de lampes torches, de ruées des infirmières, de cris des autres patients, d'odeurs de sang, de désinfectants et de pluie qui pénétraient par les fenêtres, que quelqu'un mit 2 bracelets d'identification au mauvais poignet. Il n'y avait aucune intention. Aucune malice. Il y avait l'épuisement humain, des circonstances impossibles et la tragédie silencieuse d'un système de santé qui exige la perfection de ses employés dans des conditions qui rendent la perfection impossible. Et c'est tout. Juste comme ça. Terriblement comme ça. 2 bracelets. 2 secondes. 18 ans. Le lendemain matin, lorsque le soleil se leva sur Quintambo avec cette arrogance propre au soleil africain, apparaissant pleinement comme si la nuit précédente n'avait jamais existé, Kwasi rentra chez elle avec un bébé qui n'était pas le sien. Adjoa rentra elle aussi chez elle avec un bébé qui n'était pas le sien. Et toutes 2 crurent avoir reçu la plus grande bénédiction de leur vie. Kwasi nomma la petite Nadia. Ibrahima, son mari, arriva à l'hôpital ce matin-là avec des fleurs et du champagne français. Son expression était si profonde qu'il semblait avoir vieilli et rajeuni à la fois. Il prit Nadia dans ses bras, et la petite fille fit ce mouvement involontaire propre au nouveau-né, ce réflexe de préhension, et ses minuscules doigts se refermèrent sur son index avec une force surprenante pour un être si petit. Ibrahima dit, la voix étranglée par l'émotion, que Nadia était arrivée pour tout changer. Qu'à partir de ce jour, la famille Diop serait au complet. Il ne mentait pas. Il croyait chaque mot. Simplement, il ne savait pas, ne pouvait pas savoir, qu'il faisait des promesses au destin concernant un enfant qui n'était pas de son sang.
Adjoa retourna dans son quartier aux rues de terre rouge, son bébé enveloppé dans un tissu coloré noué dans son dos, comme les femmes du quartier portaient leurs enfants depuis toujours. Les voisins l'entourèrent dans la rue. Ils voulaient la voir, la toucher, la bénir. La doyenne du pâté de maison, que tous appelaient Mère Céleste et qui avait vu naître 3 générations d'enfants dans ce quartier, contempla longuement le visage du bébé et prononça des paroles qu'Adjoa ne comprendrait que 18 ans plus tard. Cet enfant a le regard de quelqu'un qui vient de loin. Sur le moment, Adjoa rit, pensant que c'était la façon qu'avait la vieille femme de dire que l'enfant était spécial. Elle avait raison. Mais pas comme elle l'avait imaginé. Adjoa nomma la petite Aya. Et elle lui promit, à voix basse, en l'allaitant cette première nuit silencieuse, que même sans grand-chose, elle aurait tout ce qui comptait. L'amour. La présence. La dignité. La vérité est qu'Adjoa a tenu cette promesse avec une perfection qu'aucune richesse n'aurait pu acheter. Les premières années des 2 filles offraient un contraste si saisissant qu'il semble inventé lorsqu'on raconte leur histoire, tant la réalité est parfois subtile. Nadia grandit dans une chambre décorée par une décoratrice d'intérieur d'Abidjan. Elle avait un berceau importé, des mobiles musicaux, une nounou angolaise qui avait gardé des enfants de diplomates et parlait 3 langues. Quand Nadia pleurait la nuit, il y avait toujours quelqu'un pour la consoler avant même qu'elle n'ait le souffle coupé. Kwasi allaita sa fille pendant 6 semaines, puis engagea une nutritionniste pour suivre de près chaque étape de son allaitement. Ibrahima prenait des photos chaque semaine et les envoyait à ses contacts politiques pour prouver que sa vie était aussi réussie à la maison que dans les urnes. Nadia ne manquait de rien. Et c'est précisément pour cette raison que, dès son plus jeune âge, elle apprit sans qu'on ait besoin de le lui enseigner que le monde était généreux. Que les choses arrivaient à destination. Que les gens répondaient à ses besoins. Qu'il était inutile de se battre pour ce qui devait être un don. Aya a grandi dans la chambre qu'Adjoa partageait avec elle jusqu'à l'âge de 3 ans, âge auquel elle a réussi à louer sa propre chambre dans la même cour. Il n'y avait ni décorateur d'intérieur ni nounou angolaise. Il y avait Adjoa, qui se levait à 4h30 du matin pour aller au marché et rentrait à 6h du soir, les pieds enflés et les bras fatigués, et qui trouvait encore l'énergie de s'asseoir par terre avec sa fille et de lui raconter des histoires. Des histoires qu'elle inventait sur le champ, sur des reines qui avaient perdu leur royaume et les avaient reconquis non par la force, mais par la sagesse. Sur des animaux qui avaient découvert leurs pouvoirs spéciaux alors que personne d'autre n'y croyait. Aya écoutait avec cette attention totale que seuls les enfants possèdent avant que le monde ne leur apprenne à se distraire, et posait des questions dont la profondeur surprenait Adjoa. À 4 ans, après l'histoire d'une tortue qui traversait le désert, Aya demanda, « Maman, si la tortue savait que ce serait long, pourquoi y est-elle allée quand même ?» Adjoa resta silencieuse un instant, puis dit, « Parce qu'elle savait que le désert ne l'attendrait pas. » Aya garda cette réponse précieusement en elle. Et des années plus tard, lorsque la vie l'obligea à traverser ses propres déserts, elle se souvint des paroles de sa mère et poursuivit son chemin. Il y avait quelque chose chez Aya que les gens du quartier commencèrent à remarquer vers l'âge de 5 ans. Une façon de s'exprimer qui détonnait avec son environnement. Ce n'était pas qu'elle parlait différemment intentionnellement. C'était que le choix des mots et l'organisation de ses pensées étaient d'une précision qui semblait venir d'ailleurs. L'institutrice de l'école publique où Aya avait commencé à 6 ans appela Adjoa pour discuter au cours du 2e mois de classe. Adjoa s'attendait à entendre parler d'un problème. Au lieu de cela, l'institutrice dit, « Madame, votre fille sait déjà lire. Et pas seulement lire. Elle interprète. Elle questionne ce qu'elle lit. » Adjoa ne sut que répondre, car elle n'avait pas appris à lire à sa fille. Il y avait de vieux livres à la maison, certains laissés par un ancien locataire, et Aya les avait trouvés et avait appris toute seule, avec la facilité de retrouver un savoir inné. L'institutrice ajouta, « Elle aura besoin d'un meilleur environnement pour s'épanouir. Je ne dis pas que notre école est mauvaise. Je dis simplement que votre fille est extraordinaire. » Adjoa est repartie le cœur partagé entre une immense fierté et une profonde angoisse, au point de ne plus pouvoir distinguer les deux pendant plusieurs jours. Car elle savait que l'institutrice avait raison. Et elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas s'offrir un meilleur environnement. Pas encore. Pendant cette même période, Nadia apprenait à lire et à écrire avec un précepteur privé qui facturait plus de l'heure que le salaire mensuel d'Adjoa. Patient et créatif,
le précepteur utilisait des méthodes pédagogiques modernes qui transformaient l'apprentissage en jeu. Nadia apprenait. Mais pas avec la même soif de connaissance qu'Aya. Elle apprenait comme quelqu'un qui mange à une table bien garnie, prenant ce qui lui plaît et laissant le reste. Sans urgence. Sans la conscience que l'apprentissage pouvait faire la différence entre deux vies. Ibrahima trouvait cela adorable. Parfois, Kwasi observait sa fille pendant ses leçons et ressentait quelque chose d'indéfinissable. Une distance. Non physique. Quelque chose de plus difficile à définir. Comme si Nadia était une fleur qui poussait magnifiquement, mais à l'opposé de la lumière qui entrait par la fenêtre. Elle repoussait cette pensée. Elle pensait que c'était une névrose maternelle. Qu'elle projetait des angoisses inutiles sur un enfant parfait. Elle continua de repousser cette pensée pendant 12 ans. Quand Nadia avait 8 ans, la famille Diop fit son premier voyage à Paris. C'était en décembre, dans ce froid que les Africains découvrent l'Europe, à la fois enchanteur et absurde. Kwasi emmena sa fille dans tous les musées, à la boulangerie le samedi matin, au jardin du Luxembourg où les enfants faisaient glisser des petits bateaux sur les lacs. Nadia aimait tout, mais rien ne la touchait vraiment. Elle regardait les tableaux du Louvre avec la même expression légèrement ennuyée que lorsqu'elle consultait la carte d'un restaurant où ne figurait pas le plat qu'elle désirait. Kwasi essaya de lui expliquer Van Gogh. Il tenta de lui montrer pourquoi ces lignes en spirale, qui semblaient si folles, étaient en réalité le langage visuel d'un homme qui ressentait le monde avec une intensité hors du commun. Nadia écouta, acquiesça poliment et demanda à aller manger une glace. Kwasi l'accompagna. Mais cette nuit-là, seule avec son mari endormi à ses côtés, elle resta éveillée jusqu'à 2 heures du matin, avec un sentiment qui n'avait pas encore de nom mais qui commençait à ressembler, si elle était tout à fait honnête avec elle-même, à de la déception. Ce même mois de décembre, à Quintambo, Aya reçut un cahier à couverture rigide pour Noël, qu'Adjoa avait acheté en économisant pendant 3 mois. C'était un simple cahier, à lignes bleues et à couverture vert foncé. Aya l'ouvrit et le contempla longuement, ce qui lui parut une éternité. Puis elle dit, « Maman, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Adjoa répondit que ce n'était qu'un cahier. Aya insista, « Non. C'est là que je noterai tout ce que je ne sais pas encore. » Et elle se mit à écrire dès ce jour-là. Pas d'histoire. Pas un journal intime. Des questions. Des pages et des pages de questions sur tout ce qu'elle ne comprenait pas dans le monde. Pourquoi le ciel change-t-il de couleur au crépuscule? Pourquoi certaines personnes naissent-elles dans des endroits où tout est plus difficile? Pourquoi les livres de science utilisent-ils des mots que la plupart des gens qui ont besoin de la science ne connaissent pas? Adjoa lut quelques questions par-dessus l'épaule de sa fille et ressentit à nouveau ce mélange de fierté et de vertige. Quel genre d'enfant avait-elle élevé? D'où venaient toutes ces questions? Et pourquoi, au lieu d'une réponse, chacune des questions d'Aya engendrait elle chez Adjoa la certitude grandissante que sa fille était destinée à un lieu bien au-delà de ce quartier, de ce chemin de terre, de cette vie d'une mère qui se levait avant le soleil? L'adolescence révéla les deux voies avec une clarté qui se passait d'explication. Nadia entra dans cette période comme on entre dans une soirée très sélecte à laquelle on est invité depuis longtemps. Elle prit conscience de son corps, découvrit le pouvoir que confère la beauté aux jeunes femmes, et fréquenta un groupe d'amis, toutes filles de politiciens ou d'hommes d'affaires, formant une bulle sociale si fermée et si satisfaite d'elle-même que ni le monde extérieur ni les conséquences de leurs actes ne parvenaient à la pénétrer. Nadia était assez intelligente pour réussir ses courses en grand effort. Elle était assez belle pour ne jamais avoir besoin de développer les compétences que la beauté rend superflues. Elle était assez riche pour qu'aucun des défauts accumulés au fil des ans n'ait de véritables conséquences. Lorsqu'elle abandonna ses cours de piano après 2 ans de leçons particulières, Ibrahima déclara simplement que ce n'était pas pour elle. Lorsqu'elle accidenta la voiture qu'il lui avait offerte pour ses 17 ans, il la fit réparer sans poser de questions. Quand elle a raté son examen final de biologie à cause d'une fête et a dû redoubler le semestre, Kwasi a engagé un professeur particulier pour l'aider à rattraper son retard. Il n'y avait aucune mauvaise intention là-dedans. Il y avait de l'amour. Mais c'était un amour qui a protégé Nadia précisément des expériences qui auraient forgé le caractère dont elle avait besoin pour devenir adulte. Nadia a atteint l'âge de 17 ans, et dans son cœur, elle était une enfant très bien habillée. Aya avait 17 ans,
une force de la nature contenue dans le corps d'une jeune femme discrète. Elle avait traversé son adolescence avec un sérieux que ses camarades prenaient parfois pour de l'arrogance, mais qui était en réalité de la concentration. Elle savait, avec la lucidité qui ne vient que lorsque la survie n'est plus abstraite mais concrète et quotidienne, que chaque année perdue était une porte qui se fermait. Que des opportunités s'offraient et se fermaient sans cesse, et que la différence entre sa vie et celle qu'elle avait imaginée dans son cahier vert dépendait de sa capacité à être présente et attentive lorsque les bonnes opportunités s'offraient. Elle avait remporté 3 prix à l'école publique. Elle avait été sélectionnée pour un programme scientifique financé par une ONG internationale qui l'avait emmenée dans un laboratoire à Accra pendant 2 semaines, la première fois qu'elle quittait Kintambo. À son retour, les yeux si grands ouverts qu'Adjoa s'inquiéta, croyant que sa fille était tombée malade. Mais ce n'était pas une maladie. C'était une révélation. C'était le genre de prise de conscience qui survient lorsqu'on a toujours su que le monde était vaste et qu'on en perçoit enfin toute l'étendue de ses propres yeux. Au laboratoire d'Accra, Aya avait posé des questions qui avaient mis les chercheurs adultes mal à l'aise, non par ignorance, mais par perspicacité. Le directeur du programme avait pris le coordinateur à part et lui avait dit à voix basse, pensant qu'Aya ne l'entendrait pas, « D'où vient cette jeune fille ? Lui a-t-on parlé d'une bourse ?» Aya l'avait entendu. Et cette phrase s'était ancrée en elle comme une graine en terre fertile qui avait attendu la pluie. C'est durant cette même période, alors qu'Aya et Nadia avaient toutes deux 17 ans, que Kwasi commença à souffrir de maux de tête persistants malgré les analgésiques classiques. Elle consulta un médecin, passa des examens et reçut un diagnostic sans gravité, mais nécessitant une surveillance. Ibrahima insista pour qu'elle voie les meilleurs spécialistes. Elle se rendit à Abidjan, puis à Paris, puis de nouveau à Dakar. Les médecins s'accordèrent à dire qu'elle allait bien, mais qu'un suivi régulier était nécessaire. C'est lors d'une de ces consultations de routine, un mardi matin où Ibrahima était à Bruxelles pour un congrès et où Nadia avait accompagné sa mère à l'hôpital, comme si elle lui rendait service, que Kwasi se sentit soudainement mal dans la salle d'attente. Elle s'évanouit. À son réveil, elle était sur un brancard, 2 médecins penchés sur elle, et une forte odeur d'alcool flottait dans l'air. Elle souffrait d'une hémorragie interne. Découverte par hasard. Un coup de chance au sein d'un coup de malchance. Les médecins déclarèrent qu'elle avait besoin d'une transfusion sanguine immédiatement. Et ils appelèrent Nadia. Nadia, qui était présente. Nadia, qui était jeune et en bonne santé. Nadia, qui était la fille. Les résultats du test de compatibilité mirent 40 minutes à arriver. 40 minutes pendant lesquelles Kwasi, allongée sur la civière, tentait de maîtriser sa peur, tandis que Nadia, assise à côté d'elle, fixait son téléphone, partagée entre une inquiétude sincère et l'agitation propre à une génération incapable de rester déconnectée plus de quelques minutes. Lorsque le médecin revint et demanda à parler à Nadia à l'extérieur, Kwasi le sut avant même qu'il n'ait ouvert la bouche. Elle ne savait pas quoi. Mais elle sentait que quelque chose avait changé. Que le sol se dérobait sous ses pieds, d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'hémorragie interne. Le médecin rentra avec Nadia à ses côtés, et son visage portait cette expression si particulière de quelqu'un qui avait appris à annoncer de mauvaises nouvelles, mais qui se trouvait face à une nouvelle pour laquelle il n'existait aucune préparation. Il annonça que Nadia n'était pas compatible. Il dit que c'était inhabituel. Il dit qu'ils allaient devoir consulter d'autres membres de la famille. Puis il marqua une pause interminable et évoqua une possibilité qu'il devait explorer. Et il employa des termes techniques à la fois précis et dévastateurs. Kwasi ferma les yeux. Nadia se tenait au milieu de la pièce, son téléphone lui échappant des mains et tombant sur le sol sans qu'elle s'en aperçoive. Ibrahima arriva de Bruxelles le lendemain matin. Des examens complémentaires prirent 2 jours de plus. Puis vint la confirmation tant attendue, mais qui fut tout de même un véritable coup de poing, Nadia n'était la fille biologique d'aucun d'eux. L'enquête qui s'ensuivit, débutée par un dossier hospitalier et miraculeusement conservé pendant 18 ans et malgré plusieurs réformes du système d'archivage médical, mena à cette nuit orageuse à Kintambo et à 2 bracelets intervertis par une infirmière inexpérimentée et épuisée. Elle mena à Adjoa. Et à Aya. Le détective privé engagé par Ibrahima rencontra Adjoa un samedi matin au marché. Ses mains étaient tachées de jus de mangue et sa voix encore rauque à force d'interpeller les clients.
il se présenta poliment, mais sans détour. Il expliqua qu'il y avait une affaire délicate concernant la naissance de sa fille à l'hôpital de Quintambo, 18 ans auparavant. Un test ADN serait nécessaire. Adjoa le fixa longuement, avec cette évaluation silencieuse propre à ceux qui ont passé leur vie à distinguer les bienfaiteurs des profiteurs. Puis, d'une voix calme, il demanda « Qu'est-il arrivé à ma fille ?» Le détective répondit qu'il n'était rien arrivé à Aya. Qu'elle allait bien. Que c'était autre chose. Qu'il avait besoin d'un échantillon d'ADN d'elle et d'Aya. Adjoa ôta son tablier, le plia soigneusement, le déposa sur les fruits et demanda à la jeune femme qui travaillait avec lui de s'occuper de l'étal. Puis, sans poser d'autres questions, il suivit le détective. Car il y avait en lui une sérénité qui n'était pas de l'ignorance, mais de la foi. Ce type de foi particulier qui émane de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour savoir que la vérité, quels que soient les efforts déployés, ne peut rester cachée éternellement. Les résultats des tests ont mis 5 jours à arriver. 5 jours durant lesquels Adjoa n'a rien dit à Aya, car il n'y avait rien de certain à dire. 5 jours durant lesquels Aya a remarqué que sa mère était différente, plus silencieuse, avec un regard absent qu'elle ne reconnaissait pas, et lui a demandé 2 fois si tout allait bien. Adjoa a répondu que oui, juste fatiguée. La nuit du 4e jour, Adjoa est restée éveillée tard, assise sur le seuil de la porte donnant sur le jardin, contemplant le ciel de Quintambo et ses étoiles que la pollution lumineuse de la ville n'avait pas encore complètement éteintes, et elle a pensé à l'amour. À ce qu'était un enfant. À ce qui faisait d'un enfant le sien. Était-ce le sang qui passait d'un corps à l'autre pendant 9 mois, ou était-ce le sang qu'on verse métaphoriquement pendant 18 ans, se levant avant le soleil et se couchant après minuit, refusant d'acheter ce qu'on voulait parce que l'argent était pour les fournitures scolaires de l'enfant, et refusant la dernière tranche de pain parce que l'enfant avait mangé plus lentement? Elle n'est parvenue à aucune conclusion philosophique. Elle le savait tout simplement, avec une certitude indicible, qu'Aya était sa fille. Non pas comme un test ADN aurait pu le confirmer ou l'infirmer, mais d'une manière qui comptait vraiment. Le résultat arriva le matin du 5e jour. L'enquêteur vint en personne avec 2 enveloppes, une pour Adjoa et une pour la famille Diop. Adjoa ouvrit la sienne dans le couloir, avant même d'entrer dans la pièce. Elle la lut 2 fois. Puis elle plia soigneusement le papier, le glissa dans sa poche et alla travailler à son étal de fruits, comme tous les jours. Car que pouvait-elle faire d'autre? La vie continue. Les mangues ne se vendent pas toutes seules. Et elle avait besoin de temps pour réfléchir avant de parler à Aya. De l'autre côté de la ville, lorsque l'enveloppe arriva au manoir Diop, Ibrahima l'ouvrit d'une main légèrement tremblante et la lut en silence. Kwasi était assise à côté de lui sur le canapé du bureau. Il lui tendit le papier sans dire un mot. Elle le lut. Puis ils restèrent tous 2 silencieux pendant un laps de temps qu'aucun d'eux ne put mesurer. L'horloge murale égrenait le tic-tac avec une indifférence presque insultante. Nadia était dans sa chambre, ignorant que le monde qu'elle connaissait depuis 17 ans était en train de se réorganiser autour d'elle selon un schéma complètement différent. Finalement, Kwasi dit d'une voix plus basse qu'elle ne l'avait prévu, « Je veux te voir. » Ibrahima répondit, « Je sais. » Et il fit ce qu'il avait appris à faire en 40 ans de vie politique lorsque les situations lui échappaient, il prit le téléphone et se mit à organiser. Car organiser, c'était ce qu'il savait faire. Et car rester là, ce papier entre les mains, sans rien faire, était la seule chose qu'il ne pouvait absolument pas supporter. Le rendez-vous était prévu un jeudi après-midi, dans le cabinet d'un médecin qui avait mis les lieux à disposition pour des raisons que ce dernier n'avait pas besoin de connaître. Adjoa et Aya arrivèrent les premières. Aya avait finalement appris la vérité 2 jours plus tôt, lors d'une conversation qu'Adjoa avait préparée mentalement et répétée pendant 48 heures, et qui, malgré tout, avait pris une tournure inattendue. Assise avec sa fille à la table de la cuisine, 2 tasses de thé à la main, elle avait dit « Je dois te parler de la nuit de ta naissance. » Et elle avait tout raconté. Calmement. Précisément. Grâce à cette capacité, Adjoa pouvait aborder des sujets bouleversants sans que la douleur n'altère sa lucidité. Aya écouta en silence. Quand sa mère eut fini, elle fixa sa tasse de thé un long moment. Puis elle demanda « Savais-tu que je n'étais pas ta fille ?» Adjoa répondit « Non. » Aya insista « Et si je l'avais su ?» Adjoa répliqua
Je ne comprends pas la question. Aya demanda, et si tu avais su dès le début que je n'étais pas ta fille biologique? M'aurais-tu élevée de la même façon? Adjoa répondit sans hésiter, oui. Aya resta silencieuse un instant, puis déclara, alors rien n'a changé. Et elle se leva pour laver les tasses. Mais tout a changé. Bien sûr que tout a changé. Et Aya le savait mieux que quiconque. Cette nuit-là, après qu'Adjoa se soit endormie, Aya prit le carnet à la couverture verte, qui existait encore malgré ses pages presque épuisées, et écrivit pendant des heures. Pas de questions cette fois. Des réponses. Elle écrivit sur ce qu'elle ressentait comme un territoire totalement inconnu. Une terre qu'elle n'avait jamais explorée auparavant, car elle n'avait jamais imaginé en avoir besoin. Elle écrivit sur l'étrangeté de découvrir qu'une autre femme au monde portait la moitié de son être biologique sans qu'elle ait eu son mot à dire. Elle écrivit sur la peur que retrouver sa famille biologique signifie perdre la mère qu'il avait choisie lorsque le destin l'avait placée au mauvais endroit. Elle écrivit sur la colère. Pas contre l'infirmière. Pas contre l'hôpital. La colère abstraite et inutile que l'on ressent lorsqu'on réalise qu'une chose importante dans sa vie a été décidée par hasard. Que le chemin parcouru avec tant d'efforts a commencé par un détour que personne n'avait choisi. Elle continua d'écrire jusqu'à 3 heures du matin. Jusqu'à ce que les pages soient épuisées. Elle referma son cahier, fixa un instant la couverture verte, puis ouvrit la première application de biologie sur son téléphone pour réviser. Car le matin viendrait. Et elle voulait toujours devenir médecin. Ce jeudi-là, au cabinet du médecin, Aya entra en uniforme scolaire, ses tresses attachées, son sac à dos en bandoulière, venant tout droit de l'école. Kwasi était assise de l'autre côté de la table, et dès qu'Aya entra, elle se leva d'un bond, un mouvement involontaire, comme si son corps avait réagi avant même que sa raison ne l'ait autorisé. Puis elle resta là, à regarder la jeune femme avec l'expression de celle qui perçoit quelque chose que son corps reconnaît avant même que la raison ne l'analyse. Car il y avait quelque chose dans la posture d'Aya, dans la façon dont elle tenait son menton légèrement relevé, dans la façon dont son regard parcourait la pièce d'un œil calme et scrutateur avant de se fixer, quelque chose que Kwasi avait vu sur la photo de mariage de son père. Quelque chose d'ancré en elle, dans sa structure même, qui avait survécu à 18 ans d'absence. Nadia était assise près de sa mère et regardait Aya avec une expression qu'elle-même ne parvenait pas à identifier. C'était de l'étrangeté. C'était de la reconnaissance. C'était l'étrange impression de regarder quelqu'un qui devrait être un étranger, mais qui, sous une apparence inaccessible, recelait quelque chose de familier. Ibrahima se tenait derrière la chaise de sa femme, les mains sur ses épaules, comme pour s'ancrer. Adjoa se tenait près d'Aya, dans une posture imperturbable, comme si rien au monde ne l'aurait fait bouger. Un silence s'installa, une durée que chacun des présents décrivit différemment par la suite. Kwasi parla de 2 minutes. Le médecin présent évoqua 45 secondes. Aya déclara plus tard que cela lui avait suffi pour prendre une décision. Puis Kwasi dit, « Je m'appelle Kwasi ». Sa voix était ferme, ce qui constituait une victoire considérable. Aya répondit, « Je sais qui vous êtes. » Un silence. « Je m'appelle Aya. » Nouveau silence. « Et elle, dit-elle en désignant Adjoa à ses côtés, c'est ma mère. » Le poids de ces 3 derniers mots planait dans l'air comme une fumée. Kwasi ferma les yeux un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, elle dit, « Je comprends. » Et il y avait une douleur si authentique dans sa voix qu'Aya, qui était entrée dans cette pièce préparée à se montrer froide et tranchante si nécessaire, sentit sa carapace se fissurer légèrement. Nadia regarda Aya avec cette expression qui avait de nouveau changé et qui, à présent, semblait, si on y prêtait suffisamment attention, une sorte de honte qu'elle ne pouvait encore nommer, mais qui commençait à ressembler, en territoire inconnu, à l'émergence de la conscience. Les conversations qui suivirent, durant ces semaines, furent difficiles, non pas dramatiques, mais épuisantes. Il n'y eut ni cri, ni accusation. Il y eut le travail lent et ardu de personnes raisonnables tentant de gérer une situation pour laquelle il n'existait aucun mode d'emploi. Kwasi souhaitait être présent dans la vie d'Aya. Il voulait l'aider. Il voulait lui offrir tout ce qu'il avait offert à Nadia, sans qu'elle ait à le demander.
Et Aya devait apprendre, avec une délicatesse qui exigeait une maturité bien supérieure à celle d'une jeune fille de 17 ans, à accepter de l'aide sans perdre son sang-froid. À recevoir sans rien devoir. À laisser Kwasi compter pour elle sans que cela n'altère la personnalité d'Adjoa. Adjoa, quant à lui, ne demandait jamais rien et ne refusait jamais rien. Lorsque Kwasi est venue en personne à l'étalage de fruits pour la conversation qu'elle avait préparée depuis des jours, une conversation qui avait commencé par des mots sur la culpabilité, la responsabilité et une compensation financière, Adjoa l'a laissé parler jusqu'au bout, puis a dit, avec la simplicité de quelqu'un qui n'a pas besoin d'effets dramatiques car la vérité est déjà assez puissante, ta culpabilité n'effacera pas 18 ans. Et ton argent ne changera pas ce qui est déjà fait. Alors dis-moi ce que tu veux faire maintenant. Pas hier. Maintenant. Kwasi est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, je veux qu'elle devienne médecin. Adjoa a dit, elle l'avait déjà décidé avant ton arrivée. Un silence. Mais j'accepte que tu participes aux frais. La situation de Nadia était différente, d'une certaine manière, plus compliquée, car elle n'avait rien choisi. Elle s'était retrouvée au cœur d'une histoire qu'elle n'avait pas demandée, une histoire qui réécrivait rétroactivement chaque souvenir de sa vie. Chaque voyage à Paris. Chaque dîner avec des ambassadeurs. Chaque promesse faite concernant son avenir. Chaque fois qu'elle s'était regardée dans le miroir et avait vu ce visage qu'elle pensait être le fruit d'un mélange entre Kwasi et Ibrahima. Rien de tout cela ne correspondait à ce qu'elle avait imaginé. Et la colère qu'elle ressentait était légitime et avait besoin d'être extériorisée. Pendant quelques semaines, elle s'est abattue sur tout le monde à la fois, sur Kwasi, qui avait commis l'erreur impardonnable d'aimer la mauvaise fille avec une telle dévotion, sur Ibrahima, qui avait bâti tout un récit familial sur des fondations qui s'effondraient, sur Aya, qui existait simplement et, par sa seule présence, révélait la fragilité de tout ce que Nadia tenait pour acquis. Il y avait des moments où Nadia se réveillait au milieu de la nuit avec la certitude soudaine que c'était elle qui avait été volée. Que la vie qu'Aya avait vécue était celle qu'elle aurait dû avoir. Que la pauvreté, les épreuves et les nuits blanches à étudier de vieux livres étaient des tribulations qui n'auraient pas dû exister. Que quelqu'un lui avait pris ce qui lui revenait de droit. Et puis, il y avait l'autre côté, plus sombre et plus franc, qui disait que si elle avait grandi comme Aya, avec cette précarité et ces exigences, elle ne serait pas devenue celle qu'elle était. Et qui était-elle, au juste? Aya obtint son diplôme de médecine 5 ans après cette rencontre dans un bureau emprunté. La cérémonie avait lieu un jeudi après-midi, et parmi les personnes présentes se trouvait une configuration qu'un observateur non averti aurait jugée improbable. Adjoa était au deuxième rang, vêtue d'une robe colorée qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion, à côté de Mère Céleste, âgée de 92 ans, qui avait insisté pour être présente, disant qu'elle attendait ce moment depuis longtemps. Au troisième rang se trouvait Kwasi, avec Ibrahima à ses côtés et Nadia à côté d'Ibrahima. Nadia s'était coupé les cheveux et portait des vêtements plus simples que tout ce qu'elle avait porté durant les 17 premières années de sa vie, un sérieux inhabituel brillait dans son regard. Lorsque le nom d'Aya fut appelé et qu'elle monta sur scène, vêtue de sa blouse blanche et tenant ce diplôme qui représentait 18 années de lutte d'Adjoa ainsi que 5 années de ses propres efforts, Adjoa pleura en silence, avec la retenue de celle qui avait depuis longtemps appris que l'émotion la plus sincère n'a pas besoin de forcer les choses. Kwasi pleura lui aussi. Et pour la première fois depuis cette nuit à l'hôpital, où il pleurait, séparés par un rideau de tissu beige, ignorant qu'ils étaient unis par quelque chose qu'aucun d'eux n'avait choisi, ils pleurèrent pour la même raison. Non, pas de douleur cette fois. Pour quelque chose de plus complexe et de plus beau, qui ne se nomme pas simplement, mais qui mêle fierté, regret, gratitude et la conscience aiguë que le temps ne revient pas en arrière et que c'était précisément ce qui se passait à cet instant, ce qu'il avait été possible de sauver du naufrage. Après la cérémonie, il y eut un dîner. Non pas au manoir Diop, mais chez Adjoa. Dans la cour de terre battue, avec des tables empruntées aux voisins et un plat apporté par chacune des femmes du quartier. Il y avait du poulet grillé, du riz aux herbes et 7 mangues coupées en fleurs, une technique qu'Adjoa maîtrisait depuis son enfance et qu'Aya avait appris à reproduire à la perfection. Ibrahima était assis près de Mère Céleste, qui le regarda un instant et dit « Tu as l'air moins important ici qu'à la télévision. » Ibrahima rit. C'était la première fois qu'il riait vraiment depuis des mois. Nadia aida à servir.
Non pas parce qu'on le lui avait demandé, mais de son propre chef. Un petit geste passé inaperçu pour presque tous, sauf pour Aya, qui le remarqua et le nota. Aya était assise entre Adjoa et Kwasi, et à un moment donné du dîner, les deux femmes, sans l'avoir prévu, posèrent leurs mains sur celles d'Aya en même temps, une de chaque côté, et Aya regarda les 4 mains superposées et pensa qu'il y avait une beauté particulière dans cet arrangement impossible auquel aucune des 3 n'aurait pu parvenir sans le poids de tout ce qu'elles avaient traversé. L'histoire qui commence par une erreur de 2 secondes et se poursuit pendant 18 ans ne se termine pas par une résolution parfaite. La vie n'offre pas cela. Ce qu'elle offre, parfois avec une générosité qui prend du temps mais finit toujours par arriver, ce sont des conversations un jeudi après-midi autour d'une table dans le jardin, avec des plats que chacun a apportés et des tables empruntées, et une médecin en blouse blanche qui a étudié dans des livres trouvés à la poubelle et qui est arrivée là non pas malgré les difficultés, mais grâce à tout ce que ces difficultés lui ont imposé. Ce sont 2 mères qui ont appris que l'amour n'a pas une seule forme valable. C'est une jeune femme nommée Nadia qui apprend, avec la difficulté réelle de se défaire d'habitudes ancrées depuis 20 ans, que le monde est plus vaste, plus complexe et mérite plus d'attention que la bulle dans laquelle elle a grandi. C'est une femme nommée Adjoa qui s'est levée avant l'aube pendant 18 ans et qui, ce jeudi après-midi, a pu s'asseoir, les mains posées, un instant, tandis que la fille qu'elle avait élevée de tout son cœur et de toute son âme recevait une médaille pour son parcours. C'est tout cela réuni. Complexe, réel et imparfait, de ce fait même, vrai. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a marqué, d'une manière différente des histoires éphémères, alors vous comprenez déjà la raison d'être de cette chaîne. Chaque semaine, une histoire comme celle-ci est publiée. Des histoires africaines qui assument leur complexité. Qui ne simplifient pas ce qui est difficile. Qui croient que vous, qui regardez cette vidéo, méritez d'être traité comme une personne capable d'appréhender toute la vérité. Pour faire partie de cette communauté, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez le club de la chaîne. Vous y trouverez les histoires en avant-première, vous aurez accès à du contenu exclusif et vous participerez à une conversation qui se poursuit après la diffusion de la vidéo. Le lien se trouve dans la description et est épinglé dans les commentaires. Et pendant que vous hésitez encore, l'algorithme a déjà décidé de recommander cette vidéo à une personne qui en a besoin. Aidez cette personne en la partageant. Car les histoires importantes méritent d'atteindre ceux qui en ont besoin.